Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous pour commenter l'actualité comme tous les jours jusqu'à midi avec aujourd'hui Christian de Villeneuve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique, vous avez dirigé de nombreuses rédactions de journaux, Paris Match, Le Parisien, Journal du Dimanche. On comprendra votre coup de cœur dans un instant. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour. Bonjour. Thomas Alexhauser, délégué national Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure. Bonjour à vous. Et Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Vous êtes là, vous êtes avec nous, avocat, Vue du droit, c'est votre blog et votre dernier livre, Une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur. On va évidemment parler d'Israël, de la riposte contre le Hamas, des conséquences en France, peut-être la fin de la NUPES. Jean-Luc Mélenchon, lui, se dit victime d'une lapidation médiatique. On va en reparler évidemment dans un instant. Et puis les manifestations pro-palestiniennes doivent-elles être interdites? Beaucoup de sujets, mais j'avais envie qu'on essaye aussi de parler d'autres choses avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et Christian, votre coup de cœur concerne la presse. Oui, exactement. Un coup de cœur pour Edgar Morin qui, à l'occasion du lancement du journal La Tribune dimanche, a plaidé non seulement pour la restauration d'un débat ouvert, républicain, et ce qui est quand même bienvenu aujourd'hui, mais surtout il a plaidé pour le papier, pour le journal papier. Et il explique il est assez convaincant. Il explique que lorsqu'il lit le même journal sur un ordinateur, sa lecture est beaucoup plus éphémère, il est moins attentif et finalement sa lecture s'évanouit assez rapidement. Alors que lorsqu'il lit le même journal dans sa version papier, il fait des va-et-vient entre les différents cahiers, il possède un certain nombre d'annotations et il a une lecture beaucoup plus approfondie et qui suscite, dit-il, mieux la méditation à la réflexion. Vous comprendrez que j'adhère complètement à cette analyse et j'aurais aimé signer ce papier. Il a 102 ans, il faut le faire quand même. Il a 102 ans et il faut le faire. Oui, moi je suis pas toujours d'accord avec certaines de ses positions, mais en tout cas, il a raison, c'est une vraie... Moi je lis sur tablette maintenant les journaux, et il a raison, comment on dit, on passe assez vite sur les articles. On zappe, c'est pas du tout la même lecture. C'est pas la même lecture, vous avez raison. Voilà. Oui, pareillement, je suis rarement d'accord avec les propos d'Edgar Morin, mais le fait est que comme il y a l'avènement du numérique depuis un certain nombre d'années, on a un peu trop vite enterré le papier. Et c'est toujours ce qui se passe avec des modes. Quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on a l'impression que ça va tout remplacer. Eh bien non, c'est un complément, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut surprendre pour quelqu'un qui s'occupe essentiellement du numérique comme moi aujourd'hui, mais je pense en fait, mais j'aime beaucoup le papier également, je lis énormément. Les livres. Je lis énormément, voilà. Et effectivement, on ne dit pas de la même manière, que ce soit sur un ordinateur, sur une tablette ou sur du papier, c'est pas le même rapport à l'écrit. C'est vrai, et c'est une bonne réflexion. Et c'est Thomas, vous lisez papier ou vous ne lisez pas de journaux du tout? Ouest France. Non, mais là j'ai devant moi iPad et iPhone, donc je lis beaucoup en numérique. Et vous, Régis? Eh ben, moi, ça me contrarie que Edgar Morin ait raison. Quand je dis que ça me contrarie... Je dois vous dire la même chose, parce que quand Christian, hier, m'a dit « Je vais faire un coup de cœur pour Edgar Morin », je lui ai dit « Oh non, pardon, je donne mon avis, mais... » Non, mais attendez, j'aimerais bien être intellectuellement dans le même état que lui à 102 ans. Oui, bien sûr, c'est un grand intellectuel. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, absolument. Et donc, non, mais voilà, il me culpabilise. Parce que moi, naturellement, iPhone et iPad, et avec les abonnements en plus que vous avez grâce à Canal, par exemple, j'achète plus de journaux papier. Alors, j'achète toujours des livres papier. Il me faudrait que j'achète aussi une maison pour mettre autour de la bibliothèque. Mais... Le problème, c'est que il a entièrement raison, quoi. C'est-à-dire qu'on revient, tout le plaisir de la lecture des journaux papier, c'est fini, quoi. Dès lors qu'on veut effectivement profiter de la souplesse de la tablette, je vous ai perdu. Oui, non, on vous entend. Nous, on vous entend très bien. Ah bon? Non, j'avais plus d'image. Voilà, d'accord. Voilà. Et donc, donc vous dites, donc vous avez la effectivement. Ah oui. Oui. Ça, je regrette.
Et puis allez acheter le journal. Ça, c'était une merveille. Oui, mais le problème, c'est qu'on trouve pas. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de kiosques. Et moi, j'ai cherché la Tribune dimanche à l'endroit où ils se vendent des journaux aujourd'hui, c'est-à-dire le Monoprix. Et il n'y avait pas la Tribune dimanche. Donc, moi, je l'ai trouvé dans un bled de 700 habitants en Normandie. Bravo. Alors, Samuel, vous, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre l'aide médicale d'État. Dans tout ce qui se passe en ce moment, vous avez peut-être loupé l'annonce d'Elisabeth Borne, le Premier ministre, qui a annoncé qu'elle voulait faire une mission sur l'aide médicale d'État, mission qui est donnée à Patrick Stefanini, donc LR, et Claude Évin, qui est un ancien PS, pour évaluer ce qu'il faudrait faire sur l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est un scandale public depuis des années. On a les chiffres, il y a plus de 400 000 personnes, 400 000 immigrés clandestins qui sont concernés désormais, parce que ça augmente chaque année. Ça coûte 1,2 milliard d'euros. Moi, j'en ai assez d'entendre des gens balayer du revers de la main en disant c'est rien, c'est qu'un milliard, ou c'est des centaines de millions. Quand on voit l'état dans lequel vivent de très nombreux Français, pour lesquels on a l'impression que, qui comptent chaque euro, concrètement, et qui ont l'impression que tout se détruit, tous les services publics disparaissent autour d'eux, on trouve quand même de l'argent pour l'aide médicale d'État. Ce qui est certain, c'est que l'aide médicale d'État sert de pompe aspirante à l'immigration massive. Les Français sont très largement d'accord là-dessus. Il y a ce mouvement d'Elisabeth Borne sur le sujet. Moi, je pense qu'il faut être très clair. Elle a dit qu'elle serait s'engager à suivre les résultats de la mission. Moi, j'invite tous les Français qui sont mobilisés sur le sujet à se faire entendre, parce qu'il faut clairement qu'on mette fin à cet élément, cette AME. Non seulement c'est une pompe aspirante, non seulement ça coûte une fortune, mais en plus les derniers soutiens entre guillemets de l'AME en tant que tel, qui sont parfois des médecins, disent évidemment quand on a quelqu'un en face de nous, on va le soigner, mais évidemment. Sauf que la réalité, c'est que l'AME c'est un système qui permet du tourisme médical et qui fonctionne comme une pompe aspirante. Les médecins, quand ils ont quelqu'un en face d'eux, avant qu'il y ait l'AME, évidemment qu'ils soignent la personne. Là, c'est pas une question au niveau des médecins, c'est une question au niveau du politique qui doit agir et qui doit mettre fin, enfin, à cette aide médicale d'État qui est un scandale d'État. Alors Olivier Véran ce matin s'est déclaré en désaccord avec Gérald Darmanin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui demandait quoi, Gérald Darmanin ? Gérald Darmanin, il s'est dit favorable à une proposition des Républicains qui vise à transformer l'AME en simple aide médicale d'urgence, c'est-à-dire quand il y a vraiment quelqu'un qui est en état d'urgence. La problématique est de savoir qu'est-ce qu'une urgence. Exactement. Est-ce qu'un cancer est une urgence ? Est-ce que effectivement, ça risque de faire débat. On continue notre tour de table. Régis, vous, c'est un coup de gueule ? Oui, coup de gueule, mais qui ne nous éloigne pas tant du sujet Moyen-Orient. C'est l'incapacité ou la difficulté de la société française à accepter le point de vue des autres. Darmanin dit je vais demander la dissolution des organisations dont je considère qu'elles ont appelé au terrorisme, appelé au djihadisme. C'est-à-dire que maintenant, dès que quelqu'un veut s'exprimer, a priori, on veut le faire taire. La dissolution de Civitas, c'est exactement ça. Là, je rappelle que les manifestations, vous avez posé la question au tout début, là, est-ce qu'il faut interdire les manifestations en faveur de la Palestine ? Non, pas pour des raisons de fond, mais parce que la liberté d'expression, la manifestation en est une des modalités, c'est un contrôle a posteriori, par le juge, dès lors qu'on a violé la loi. Et ça, c'est un principe depuis 1789. Excusez-moi, ça fait un petit moment. Deuxièmement, si vous voulez, l'ordre public, oui, si, alors manifestations pro-Palestine qui peuvent se heurter à des manifestations pro-Israël, etc. Oui, là, on peut interdire, mais empêcher les troubles à l'ordre public, mais qu'on laisse les gens s'exprimer. Qu'on laisse les gens dire ce qu'ils ont à dire. Moi, je me balade beaucoup sur les réseaux, essentiellement sur X, ex-Twitter. C'est effrayant, les appels à la censure de part et d'autre. Les appels à la censure, mais il n'y a plus que ça, quoi. Et ça me désole. Oui, on peut se poser la question de la limite. On va marquer une pause, c'est l'heure du journal, et on pourra continuer sur ce sujet dans un instant avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec aujourd'hui Christiane Villeneuve, journaliste politique, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Thomas Elexhauser, délégué national Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure, et Régis de Castelnau. Vous êtes avocat, votre blog Vue du droit et votre dernier livre Une justice politique est paru aux éditions L'Artilleur, et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. On va parler d'Israël dans un instant. On vient à l'instant d'apprendre que nouveau bilan du Quai d'Orsay fait état de 4 Français tués et de 13 disparus. On va revenir sur cette attaque, sur la riposte et puis sur les conséquences en France. Je voulais qu'on continue le débat amorcé par le coup de gueule de Régis de Castelnau sur la frénésie à dissoudre les mouvements et à empêcher ceux qui ne pensent pas comme le gouvernement de s'exprimer, ou d'une manière générale sur les réseaux sociaux des appels à la censure. Vous voulez réagir, Samuel Lafont ? Absolument. J'entends l'intérêt de Régis de Castelnau pour la liberté. C'est quelque chose qui devrait nous concerner tous, vu qu'effectivement, on a plutôt une tendance, malheureusement, depuis des années, à la censure et non à l'expression de la pluralité des opinions. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a malheureusement sur notre sol des gens qui, en soutenant le Hamas, soutiennent du terrorisme. Il n'y a pas que des manifestants, il y a évidemment un parti politique dont on parlera peut-être, LFI, et d'autres partis d'extrême gauche qui ont vraiment dépassé les limites en appelant à l'intifada. Pourquoi ? Parce que il faut appeler un chat un chat. Les personnes qui soutiennent le Hamas aujourd'hui soutiennent quoi ? Ils soutiennent le terrorisme islamique. Ils soutiennent les enlèvements de femmes, de grand-mères, d'enfants. Ils soutiennent des viols. Ils soutiennent des massacres filmés. Ils soutiennent toutes les pires horreurs possibles. Ils soutiennent surtout des crimes contre l'humanité. Et ce sont des crimes contre l'humanité. C'est ça le problème. Et donc, juste pour terminer, les manifestations dont on parle aujourd'hui, c'est les manifestations favorables en soutien au terrorisme islamique. Il est normal, il est juste qu'on s'oppose à ces manifestations. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Éric Zemmour il a annoncé hier soir, lui ce qu'il demande, c'est qu'on interdise les frères musulmans dont est issu le Hamas, la dissolution de toutes les associations qui sont liées, et également l'expulsion de notre sol de tous les étrangers qui soutiendraient ces mouvements, parce que d'une certaine manière, s'ils soutiennent ces mouvements, c'est qu'ils soutiennent le terrorisme islamique. S'ils sont étrangers sur notre sol et qu'ils soutiennent le terrorisme islamique, ils n'ont rien à faire en France. Oui, enfin, c'est un peu Yaka Faucon. Alors pour l'expulsion, non. L'expulsion, non. On sait que heureusement quand même les services de police font un travail de fichage des menaces. Là, le gouvernement peut prendre des mesures fortes et on ne peut pas tolérer d'avoir des ennemis, puisque ceux qui soutiennent le terrorisme islamique aujourd'hui sur notre sol, ce sont des ennemis de la France. Ils doivent être expulsés. Il y a quand même une incitation à la haine et au terrorisme dans un certain mode d'expression. Régis de Castelnau, je sais pas. Alors d'abord, oui, mais attendez. Christiane Villeneuve. Oui. Alors allez-y. Oui, pardon. Allez-y, Régis. C'est à moi. Oui, non, ce que je veux dire. Bon, personnellement, je n'ai entendu personne, et c'est heureux, en France, sur les réseaux, soutenir l'insoutenable. Les horreurs qu'on a vues. J'ai pas entendu. Que on puisse considérer. Non, attendez, mais laissez-moi terminer. J'ai pas entendu. Que l'on puisse considérer que certaines interventions soient complaisantes avec ce qui s'est produit, avec les horreurs auxquelles on a assisté. Il y a eu une manifestation hier à Lyon, quand même, de Palestine. Oui. Non, mais attendez. Oui, il y a eu une manifestation. Il y a eu une manifestation avec, on brandit le drapeau palestinien. Il y a une entité, palestinienne qui n'est pas encore un État, qui ne le sera pas, on en reparlera. Mais, c'est pas le drapeau du Hamas, C'est-à-dire que, on peut pas réduire, je pense, toute la population palestinienne au Hamas. Mais attendez. Ce que je veux dire simplement, c'est que là, on a un engrenage. Là, on a un engrenage qui consiste effectivement à utiliser la censure a priori. Or, ça, c'est inconstitutionnel. Je suis désolé. Il faut qu'on s'attache à ça. Il y a la question d'ordre public. Je suis entièrement d'accord. Le code pénal prévoit l'incitation à la haine. Le code pénal prévoit le soutien du terrorisme, l'apologie du terrorisme. Utilisons ces outils, sanctionnons
et sévèrement ceux qui s'amusent à ce genre de choses, mais ne tombons pas dans cette espèce de mécanique qui est liberticide. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ce que disant, je dis, servons-nous des armes du droit. Servons-nous des armes du droit, ne tombant pas dans l'arbitraire, parce que donner à l'autorité administrative le pouvoir de censurer a priori, je suis désolé, ça s'appelle l'arbitraire en droit. Oui. Mais Régis, vous dites que vous n'avez pas eu de complaisance, mais le NPA, qui est un parti politique français qui à chaque élection présidentielle présente un candidat, soutenu par 500 maires élus locaux qui soutiennent ce parti, a dit dans un document: le NPA ne se joint pas à la litanie des appels à la désescalade, le NPA rappelle son soutien et aux moyens de lutte qui ont été choisis pour résister. Excusez-moi, mais là, si c'est pas un soutien affiché à ce qu'a fait le Hamas, cette barbarie invraisemblable. Je pense qu'on ne mesure pas aujourd'hui la violence de ce qui a pu se passer depuis 3 jours en Israël. On ne mesure pas, si jamais un attentat, une attaque, une guerre pareille devait se dérouler en France, on compterait le nombre de populations touchées à plusieurs milliers de Français ramenés à la population d'Israël. Et donc, si NPA demande une manifestation avec ce wording, si je puis dire, à Marseille ou à Toulon, je ne suis pas sûr que ça puisse être accepté. C'est de l'apologie du terrorisme, puisqu'on soutient les moyens de la résistance. Justement, vous venez de pointer, ça constitue une infraction, ou ça peut constituer une infraction. C'est pas moi, c'est pas vous qui le décidez, c'est le juge. Et donc, on va devant lui, donc on peut tout dire. Ça seront sanctionnés. Après coup. Mais quand vous avez... mais c'est le principe. Mais quand vous avez le NPA ou LFI, c'est LFI qui parle d'une offensive armée de forces palestiniennes, sont des députés qui ont dit ça. Enfin, les mots ont un sens aussi. Donc, on parle pas d'une offensive armée ? Des forces palestiniennes, c'est des forces palestiniennes. Non, attendez, oui, c'est une et quelque chose de militairement très préparé. Tous les spécialistes. Oui, moi, j'ai une chaîne YouTube. On va expliquer mais c'est pas une force militaire légitime. Cette expression est très intéressante parce que d'une certaine manière, ce que vous disiez à l'instant, c'était que vous parliez de drapeau de palestinien et non de drapeau du Hamas. Sauf que là, quand on voit ce communiqué, il est question de force palestinienne. Donc il faut savoir, si le Hamas c'est considéré comme la force palestinienne, eh bien il y a une équivalence. Oui, mais attendez, ça ce sont juste pour continuer, moi ce qui m'intéresse avant tout, c'est la France et les Français. Pourquoi, à mon avis, on doit prendre des mesures très fortes tout de suite? C'est pour empêcher que sur notre sol paraisse émerger une certaine faiblesse et donc prêter le flanc à des manifestations, des attaques, des agressions. On sait qu'il y en a déjà eu des actes qui ont été commis. Le fait est que malheureusement la France a déjà goûté au terrorisme islamique. Elle risque d'y goûter à nouveau. On espère tous ici que non. On espère que nos services feront en sorte d'éviter de prochains attentats. Et la réalité, c'est qu'on doit montrer notre fermeté tout de suite. Et l'enjeu là du gouvernement va être aussi de mesurer pour les Français dans le quotidien. Alors j'avance un peu dans le temps, mais toutes les conséquences qui pourront subvenir suite à ce conflit et durant ce conflit pour les Français. Je pense au prix de l'énergie, je pense à la sécurité, je pense à tous les sujets qui vont toucher directement les Français. Moi je veux dire quelque chose de très trivial. La démocratie suppose la liberté et tout simplement, je dirais, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc c'est trivial, mais c'est simple. Mais moi je suis extrêmement choqué par ce qui s'est passé par exemple hier à Lyon. La manifestation de l'organisation Palestine vaincra, sur laquelle Darmanin avait demandé d'interdire, mais que la suspension et l'interdiction est suspendue. Bon, cette manifestation qui était interdite a quand même eu lieu. Elle a rassemblé 200 personnes, c'est pas rien, et qui de soutien direct au Hamas, et on peut pas faire fi des circonstances dans lesquelles se déroule cette manifestation. On marque une petite pause et on revient dans un instant avec vous pour continuer à commenter cette actualité. À tout de suite. Les auditeurs de Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Et nous revenons à notre débat sur Israël et je voulais vous lire le commentaire d'un de nos auditeurs qui a raison. Désolé, il faut aussi condamner la vengeance aveugle d'Israël qui sanctionne les Gazaouis sans distinction. Je poursuis sur ce qu'il dit. Le Hamas doit être combattu avec force. Prendre les Palestiniens pour cible, c'est ne leur laisser comme choix que de rejoindre le Hamas. On n'entend aucun politique dénoncer la vengeance aveugle de Tsahal sur les Gazaouis. Alors il faut quand même vengeance aveugle. Il faut quand même voir ce qui s'est passé en Israël. Est-ce que ce terrorisme d'État sous prétexte qu'il a subi un acte ignoble est normal? Ce sont des enfants, des femmes, des vieillards qui souffrent. Le Hamas doit être dénoncé et combattu avec force. Ce sont des assassins, des fanatiques qui ne cherchent pas à libérer la Palestine mais à la soumettre à un autre fascisme. Vous pensez vraiment que les bombardements israéliens sur Gaza ne visent que les terroristes du Hamas et donc les atrocités des Israéliens, ça, en gros, ça pose pas de problème. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce qu'il dit. Ce qui est vrai, c'est que la population gazaoui souffre et de la faute du Hamas. C'est-à-dire que le Hamas n'en a rien à faire ce que nous disait Judith Weintraub-Bière, quand ils sont rentrés en Israël, ils ont crié Allahu Akbar. Ils n'ont pas crié Palestine vaincra ou vive la Palestine. Hein. Non, donc, malheureusement, la bande de Gaza est un territoire que Sharon avait libéré, je pense, et avait été beaucoup critiqué à l'époque, mais dans une volonté d'apaiser les tensions sur le territoire. Et c'est une zone sur laquelle le Hamas a mis la main, mais qui sert de bouclier humain. En réalité, parce que forcément que préparant une opération d'une telle ampleur, il fallait s'attendre à une réponse armée et très forte, comme d'ailleurs les États-Unis ont bombardé l'Afghanistan après les attentats du 11 novembre. Et c'est fait exprès, c'est volontaire. La réponse est cohérente et légitime. Je dis pas que c'est cohérent, mais je dis que il y a de la part du Hamas, c'est organisé pour créer cette misère, pour créer ces images choc et pour trouver à justifier leur intervention contre les populations et malheureusement les populations de Gaza. C'est très difficile de savoir le rapport de force qu'il y a à l'intérieur de Gaza entre le Hamas et la population. L'an dernier, il y avait les jeunes protestaient contre le Hamas. Donc moi je sais que je suis je comprends pas bien la stratégie de Hamas parce que cette opération est totalement suicidaire. Ils savaient très bien qu'avec en ayant une telle sauvagerie et barbarie qu'il va y avoir, on n'a encore rien vu, un carnage. Bien sûr. Non, mais ont-ils imaginé que le gouvernement ou les autorités officielles israéliennes ne tiendraient pas cette crise avec tous les mouvements aussi populaires, massifs en Israël vis-à-vis de la réforme de la justice que veut Netanyahou? Est-ce qu'ils ont imaginé que l'Israël lâcherait une bombe sur les pays voisins en représailles? Peut-être ont-ils imaginé la stratégie du chaos absolu et de se dire qu'Israël aurait pu peut-être d'ailleurs taper l'Iran ou taper un des pays partenaires. D'ailleurs, Israël a tapé le sud du Liban avec le Hezbollah. Bon, ça aurait pu être plus dramatique que ça vis-à-vis d'un embrasement généralisé avec les pays voisins. Mais la vraie question, c'est celle que vous posez, Christian de Villeneuve, c'est que veut le Hamas? Enfin, que cherche le Hamas avec cette attaque? Ce qui est certain, c'est que si alors attendez, Régis, je vous donne la parole, Samuel Lafont. Ce qui est certain, c'est que si le conflit était simple, il serait réglé depuis longtemps. Oui. Bien sûr. Voilà. Évidemment, il y a énormément d'enjeux, guerre de territoire, c'est un conflit extrêmement complexe dont on se demande, même les spécialistes sur place, comment on va sortir. En revanche, on peut se questionner à la fois sur le soutien au Hamas à Gaza et sur la stratégie du Hamas. Je m'explique. Il est très difficile, et pourtant c'est l'éléphant du salon, de savoir à quel point la population soutient le Hamas sur place. Alors évidemment, elle est sous le joug du Hamas. Mais est-ce qu'il y a un soutien à 10%, 20%, 50%, il n'y a pas d'élection. 80%? Il n'y a pas d'élection. Et donc, si vous avez, c'est un si, mais s'il y a un soutien massif du Hamas dans la bande de Gaza pour des différentes raisons, parce qu'ils ont l'impression que ce sera un sauveur, j'en sais rien, je suis pas gazaoui, mais le fait est que ça fait des renforts puissants en termes de réseau, en termes de logistique pour le Hamas. Sur la stratégie du Hamas, donc ça c'est une vraie question et c'est difficile de trancher. Sur la stratégie du Hamas, effectivement on peut se poser des questions, on voit un nombre conséquent de commentateurs se poser des questions, puisqu'effectivement, en voyant ces horreurs-là, comment est-ce que les autres nations du monde peuvent réagir? Vous avez vu les réactions des États-Unis, évidemment, de la France, de la plupart des pays d'Europe, de l'Inde également, du Japon. En fait, on ne veut pas vivre comme ça.
La réalité, c'est que pour nous, ce n'est pas un modèle. Évidemment, on a connu des guerres importantes en Europe. Évidemment, on a fait des guerres, je parle de la France, contre les Anglais, contre les Allemands, contre d'autres nations. On s'est battu pendant des siècles. Mais même s'il y a pu y avoir des crimes de guerre, il y avait des règles, d'une certaine manière. Là, c'est l'horreur absolue. Qui est mise en avant. Personne ne peut accepter ça. Personne ne peut accepter ça sans prendre. Encore une fois, je le rappelle, on a vu des vidéos de grand-mères se faire enlever, de jeunes femmes se faire maltraiter, beaucoup de femmes se faire sans doute violer, se faire vraiment massacrer. Non, mais véritablement, pour terminer, ces images, elles choquent le monde entier et on peut se questionner sur la stratégie du Hamas. Parce que qu'est-ce qu'ils espèrent, un soutien après ça? Personne ne peut soutenir ça. On n'a pas envie de vivre comme ça. Certains relativisent. En France, les soutiens. Ou contextualisent. Régis, je viens d'entendre des énormités. Alors, on s'est battu pendant des centaines d'années, mais il y avait des règles. Ah bon, la Shoah, Auschwitz, c'était des règles? 25 millions de soviétiques massacrés dans une guerre d'extermination, c'était des règles, et c'est nous, les Européens. Vous avez dit qu'il y avait des crimes contre l'humanité également. Non, il n'y avait pas des crimes contre l'humanité, il y avait l'unicité de la Shoah, il y avait une atrocité fondamentale. Je suis tout à fait désolé, et par qui? Et par un des pays les plus civilisés d'Europe et par conséquent du monde. Alors, les leçons, il faut qu'on les donne qu'on évite d'en donner. La deuxième observation, je crois que c'est le Hamas, c'est très bien, s'y attendait à ces réactions. Ils savaient que ce serait ça. Ils savaient qu'on allait partir dans une forme d'escalade, qui ne réglera rien. Ils recherchent pas le soutien de la population de Gaza. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il est d'une autre nature. Il essaye de rassembler le monde arabe contre Israël. Et je veux dire, d'une certaine façon, ce qui se passe à Gaza là. Vous imaginez les images qui font le tour du monde. Vous imaginez les déclarations de ce ministre israélien. Il y a deux ministres problématiques dans le gouvernement de Netanyahou. Vous imaginez quand il vient dire nous avons affaire à des sous-humains et nous allons les traiter comme des animaux qu'ils sont. C'est pas tout à fait exactement les termes. Mais le Hamas considère les Juifs comme des porcs et des singes, c'est pareil. Oui, mais tout à fait. Mais attendez, on va pas jouer à ce petit jeu. C'est pas une partie de tennis. Je dis simplement que l'Occident qui soutient Israël se trouve confronté aussi à ce problème-là. Et moi, je parlais de ce que souhaitait le Hamas. Le Hamas, il veut ça. Il savait très bien. Tous les gars il veut mobiliser la rue arabe, c'est ce que vous dites. Pas seulement. Ils veulent le pourrissement de cette situation qui la rend difficile. Moi, j'invite à lire un certain nombre d'articles de la presse israélienne. Ce matin, je suis tombé sur un article d'un écrivain qui s'appelle Ari Shavit, qui dit c'est le dernier soupir de l'État d'Israël et qui fait un constat tragique de la situation actuelle, de la division qu'il y a eu, des dérives démocratiques, puisque le gouvernement de Netanyahou a été élu par un processus démocratique. La situation est globalement très difficile pour Israël, très difficile, et ils ont depuis un an ou deux, ils ont un déficit entre ceux qui viennent faire leur alia et ceux qui s'en vont. Thomas Alexhauser. On imagine les motivations du Hamas. La première motivation, c'est quand même la haine du juif et la fin de l'État hébreu. Et cette violence inégalée, inimaginable, vise à massacrer des populations et à dire aussi à ces populations, vous avez fait le choix d'Israël, mais même à Israël, vous n'êtes pas protégés. Malgré les boucliers antimissiles, malgré l'aide militaire, etc., le soutien américain, vous ne serez même pas tranquille en Israël. Et cette haine absolue du juif doit continuer à nous remettre en cause dans ce que nous vivons, qui est quand même hallucinant. Et aujourd'hui, et d'ailleurs l'Arabie Saoudite a beaucoup été citée depuis samedi, il y avait une normalisation des relations entre Israël et le monde arabe. Et cette folie de samedi est arrivée à un moment où Israël et l'Arabie Saoudite étaient en train, depuis plusieurs mois et de plusieurs années, de se rapprocher, de peut-être formaliser quelque chose. Et donc c'est la volonté du chaos absolu et de détruire toute volonté d'espoir de vivre en paix sur Israël. Et je reviens sur Gaza.
Le problème de Gaza, c'est que Gaza est devenu une zone de non-droit. C'est-à-dire que les billets, les dollars iraniens sont déversés pour tenir une population. Il n'y a plus aucune vie économique entre les territoires d'Israël. Mais avec un argent monstrueux qui a été déversé des aides plus les aides internationales. Mais qui ont été détournées. Il faut voir effectivement ce qu'est Gaza aujourd'hui. Mais c'est un lieu qui est fermé, où on endoctrine et où en réalité la société est totalement corrompue et désabusée. Oui, Christian. Oui, je disais, il y avait l'argent du Qatar aussi. Oui, bien sûr. Non, la situation de Gaza était épouvantable, puisque je lisais là que 30% de la population est sous le seuil de la viabilité. Quand on voit qu'aujourd'hui, depuis ils n'ont ni eau, ni électricité, ni nourriture, les prochains jours sont terribles. Bien sûr. Oui. Valérie, vous avez abordé un sujet qui est extrêmement important, c'est celui des aides, parce que on a des aides de l'Union européenne, on a des aides d'autres pays qui sont déversées, alors là notamment dans cette zone, mais aussi en Afrique. On ne se demande jamais où passent ces aides. Alors, le premier sujet, c'est est-ce que on doit systématiquement dépenser les impôts des Français, d'autres pays européens, sur le monde entier? Et quelles conséquences ça a? Parce que sinon c'est sans fin. Pas de contrôle. Mais pas de contrôle. Non seulement est-ce qu'on doit le faire d'abord sur le principe, et ensuite est-ce qu'il y a un contrôle? Parce qu'effectivement, si l'argent qui a été envoyé là-bas sert simplement à renforcer le Hamas pour qu'ensuite il organise une opération terroriste dont je maintiens et je soutiens que ce qui a pu se passer en Europe le siècle dernier ne doit pas justifier qu'il y ait ce terrorisme et ces ricanements. Je trouve ça insupportable personnellement d'avoir ce terrorisme et ces gens qui ricanent en se filmant, et des personnes qui ricanent sur les réseaux sociaux, parce que contrairement à ce que vous dites, Régis de Castelnau, ils sont très nombreux à ricaner sur les réseaux sociaux de ce qui se passe et devant ces images-là. Est-ce que cet argent a servi au terrorisme? Et là, il faut qu'on se pose véritablement des questions. Les Français, encore une fois, ils se serrent la ceinture. Notre pouvoir d'achat baisse de plus en plus. Est-ce que c'est pas l'occasion de se dire on arrête de dépenser notre argent n'importe où sans contrôle? La France défavorable à la suspension de l'aide de l'Union européenne aux populations palestiniennes, c'est également tombé ce matin. Donc oui. Non, je voulais revenir sur le débat qui nous amène ce matin et la situation en France. On a des forces de gauche dites républicaines qui ont des candidats à la présidentielle, des groupes parlementaires qui ont pris des postures qui ont considérablement choqué. Mais est-ce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi ils prennent ces postures? Et la motivation de pourquoi ils prennent ces postures est très grave. Parce qu'en réalité, ce sont des postures électoralistes et communautaristes que prennent les radicaux de LFI. C'est-à-dire que pour complaire à une certaine population, à des personnes qui croient et qui ont des postures ou des idées et des idéaux sur la Palestine, on prend cette position-là. Je ne crois pas qu'au fond d'eux, les députés, je ne peux pas imaginer que les députés de LFI, tous au fond d'eux, partagent la position qui a été donnée par le chef suprême du parti. Mais se demander pourquoi ils ont pris cette position d'essayer de légitimer les moyens utilisés par ce groupe terroriste qui est le Hamas. Et c'est très grave de se dire ça. Ça veut dire qu'on adapte notre discours à une population qui vit en priorité dans les circonscriptions qu'ont raflé LFI au moment de la dernière législative, et un vote communautarisé sur lequel a surfé beaucoup Mélenchon. Parce que Mélenchon, il surfe, je suis désolé, sur ce vote-là. Et il faut le dire à l'antenne et que les gens nous entendent le dire. Je trouve ça très grave, cette volonté de LFI. On va en reparler dans un instant. Alors, ça fait rire Véronique, notre auditrice. Dites-nous ce que vous en pensez, Véronique. Qu'est-ce que vous pensez de la position de LFI? Est-ce que vous n'êtes pas gêné d'une certaine manière de la relativité qui est avancée par LFI, encore une fois, sur ce qui s'est passé en Israël? Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous parlions de LFI et donc le communiqué. Donc ce matin, Mathilde Panot a tenu une conférence de presse. Nous ne changerons pas d'un iota notre position qui est celle des partisans de la paix. Elle a dit LFI est un mouvement de paix. Il est faux de dire que nous n'avons pas condamné les crimes de guerre dits qui ont eu lieu, comme nous condamnons ceux qui ont actuellement lieu à Gaza. Vous vouliez revenir, Thomas, c'était votre coup de gueule sur les polémiques
autour de ces événements. Oui, j'ai développé l'atrocité depuis samedi que l'on a vu. J'ai trouvé des polémiques injustifiées. Je trouve que c'est un moment d'une gravité absolue. On a une communauté la plus importante d'Europe juive dans notre pays. On est quand même la France. Et hier soir, je zappais un petit peu et j'ai regardé BFM TV, 20h Ruquier, qui a passé les 10 premières minutes de son émission, en réaction donc aux événements du week-end, à faire de la polémique. À savoir s'il était bon que Sarkozy ou Hollande soient présents. Hollande avait dit je vais pas y aller, Sarkozy était à la manif. À faire une polémique sur savoir s'il y avait suffisamment de monde présent lors de la manifestation. Et je trouve que ce que nous vivons depuis 3-4 jours et les conséquences que ça peut avoir sur l'équilibre du monde ne méritent pas sur une grande enchaîne d'infos des polémiques politiciennes de cet ordre-là, face à la gravité de ce qu'a fait LFI ou NPA, face à la gravité des faits, au sort des otages. Et j'étais vraiment très remonté face à cette émission du 20h Ruquier, et qui, pour la première de la semaine en réaction au week-end, mettait le débat de manière si faible sur cette situation et cherchait à polémiquer. Je sais pas. Oui, en même temps, moi je pense que c'était important de savoir qui était à cette manif. Oui. Et quand on voit le peu et entre autres, c'est très intéressant parce que il y avait les gens du PS, il y avait Olivier Faure, et par rapport à la position prise par la NUPES, c'était pas inintéressant, me semble-t-il. Spoiler, il n'y avait pas Mélenchon. Non, mais Éric Zemmour, oui. Éric Zemmour, il était hier soir. En fin de parcours en fin de manif. En fin de manif, oui. Je voudrais dire un petit mot sur la position de LFI, NPA, groupuscule inepte. Il est candidat à la présidence de la République parce qu'il y a des maires complaisants qui lui donnent leur signature, mais je crois que la dernière fois, il n'y était pas. Enfin, je ne me rappelle plus. De toute façon, ça laisse pas beaucoup de souvenirs. Non, ce que je voudrais dire sur LFI, il y a la convergence de deux choses. La première chose ça a changé. Ce sont les islamistes qui ont pris le relais. Le Mossad a trouvé intelligent de créer le Hamas pour faire pièce au nationalisme arabe, un peu comme les Américains avaient envoyé Ben Laden en Afghanistan contre les Soviétiques, et ça leur retombe dessus. Bon, il y a cette vieille tradition qui reste un peu, mais, et vous avez raison, c'est essentiellement électoraliste. Et ils sont prisonniers de ça. C'est ça qui est un peu terrible, c'est qu'ils sont prisonniers de cette approche communautariste, de cette approche en partie wokiste, intersectionnelle, et aujourd'hui, ils ne veulent pas se désolidariser de cet électorat. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un vote musulman ? Non, je pense pas. Ouais. Mais eux le pensent. Donc le pari peut-être est un mauvais pari. Oui. Quand vous entendez David Guiraud, par exemple, grand spécialiste de la religion musulmane, qui est député maintenant de Roubaix, oui, je pense qu'il y a ils sont dans un piège. Moi, c'est le sentiment que j'en ai. Donc, il y a une grande part électoraliste dans les positions qu'ils ont prises. Quand vous voyez, alors, je crois que la photo est une photo ancienne, la façade d'un grand ensemble où une fenêtre sur deux, vous avez le drapeau palestinien. Oui, c'est vrai que la première communauté juive en Europe, c'est la communauté française, et je m'en réjouis d'une certaine façon, intégrée à notre pays, mais on a aussi la première communauté musulmane. Et donc l'importation du conflit chez nous, c'est une réalité, et c'est une réalité dangereuse. C'est la raison pour laquelle, en acceptant cette dérive électoraliste, LFI prend une responsabilité importante. Sur les positions et le comportement de LFI. D'abord, évidemment, il y a une position électoraliste. En revanche, je ne pense pas qu'LFI soit prisonnier de cette position. LFI est tout à fait libre de changer de position et de reconnaître qu'ils ont eu tort, d'abandonner leurs inepties, leur idéologie. Je rappelle quand même que la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017 n'était pas sur la même ligne que la campagne de 2022. Donc il n'est pas prisonnier du tout de ça. Peut-être que c'est un terme que vous employez légèrement, mais en tous les cas, ils peuvent très bien changer. C'est eux qui ont décidé de rester dans cette logique. Ce que prouvent les dernières élections, les statistiques tirées des dernières élections, c'est qu'il y a effectivement plutôt un vote musulman en France, un vote musulman qui s'est prononcé très favorablement envers Jean-Luc Mélenchon. Si je reprends le terme prisonnier, on peut dire que psychologiquement, ils sont prisonniers de ce vote, puisqu'ils se rendent bien compte, ça avait déjà été dit par Terra Nova il y a quelques années, donc un think tank de gauche, que la gauche, les ouvriers ne votent plus
du tout pour la gauche, c'est très clair. Donc LFI et ceux qui vivent de la politique à gauche et de cet électorat favorisent et veulent systématiquement aller dans le sens qui séduit cet électorat pour obtenir des voix les prochaines fois. Ouais. Et il y a un autre élément, deuxième élément, et qui est très choquant, et je pense que LFI vraiment a choqué une très grande part de la population française, y compris parmi les gens qui soutenaient LFI aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi j'appelle tous les électeurs de LFI à se poser la question, est-ce que eux veulent soutenir le terrorisme islamique? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce qui a été dit par LFI? Parce que c'est très grave ce qui a été dit. Deuxième point, donc, c'est le soutien à la violence. Mais c'est extrêmement grave. Moi, je suis toujours sidéré quand je vois des gens relativiser la violence. Mais c'est incroyable. C'est Charlie Hebdo, ils l'ont bien cherché. C'est ça. Mais on a l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que de se faire violer, que de se faire massacrer, de se faire attaquer au couteau, que de se faire tirer dessus. Je veux dire, sérieusement, on n'a pas besoin d'avoir fait, malheureusement, il n'y a plus le service militaire, on n'a pas besoin d'avoir fait son service militaire pour comprendre ce que c'est qu'une guerre. À un moment, c'est pas quelque chose d'enfantin. On ne peut pas relativiser comme si c'était des gens qui n'existaient pas. Il y a des gens qui se font violer, des gens qui se font torturer, des gens qui se font massacrer. Juste dans la déclaration de Mathilde Panot, qui n'a pas été reprise par la dépêche AFP, dans les termes exacts, elle dit « Je veux dire évidemment au nom de mon groupe toute ma compassion pour les victimes des crimes de guerre du Hamas ». Ben non, c'est pas des crimes de guerre. Mais non, c'est des crimes. C'est pas de crimes de guerre. C'est honteux de dire une chose comme ça. Ce ne sont pas des crimes de guerre. Mais ce matin, vous aviez une invitée sur votre antenne qui évoquait la guerre et on n'est pas entre deux nations qui se font conflit. Mais c'est ce que dit LFI, c'est ce que dit la porte-parole de LFI. Israël est une démocratie, est un grand pays et le Hamas est une organisation terroriste à tendance radicale, suicidaire et qui veut la mort du peuple israélien dans cette affaire-là. Et justement, ce qui est je ne comprends pas dans ce pays comment on peut se retrouver dans cette situation-là, d'avoir des dirigeants politiques, des élus du peuple qui prennent des postures de la sorte. Je trouve que cette affaire depuis samedi, c'est d'une gravité mais hallucinante. L'attitude de LFI, de Mélenchon, et on parlait de prisonniers, ils sont prisonniers de leur propre délire. Et ces gens-là sont prisonniers d'une quête absolue du pouvoir, d'un vote qui est renfermé sur des idéaux, sur des morceaux de population qu'ils essayent d'engranger. L'affaire Quatennens, excusez-moi, mais on peut pas être l'étendard de la lutte contre les violences faites aux femmes, et quand le député Quatennens, glorifié par le maître Mélenchon, arrive, les femmes députées se lèvent autour de lui et l'applaudissent lors de sa première question dans l'hémicycle. Comment est-ce qu'on peut se permettre toutes les compromissions? Il n'y a aucune limite dans la compromission, c'est chez ces gens-là. Moi, je voudrais dire une des conséquences de l'opération de samedi, une des conséquences en France, ça va être cette opération va provoquer un tsunami sur la gauche. Bon, je pense que d'une part, la NUPES est morte. Je vois mal comment le PS peut continuer à avoir des. Je pense qu'il y a une réunion cet après-midi, mais comment ils peuvent continuer à discuter avec des gens qui défendent la barbarie. On peut pas le dire le contraire. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'à l'intérieur de LFI, il y a des dissensions qui s'affichent de plus en plus. Et donc là, ça, je pense que ça va être une des conséquences principales sur la scène politique française. Oui, mais la gauche française est quand même, comment dire, ils ont eu cette opportunité au moment des législatives. Il faut quand même pas qu'ils oublient quand il a été utile pour eux de se réunir, de faire alliance, de faire des affiches communes. Beaucoup de députés socialistes aujourd'hui avaient des affiches avec la NUPS, avec les slogans de la NUPS, etc. Il faut quand même pas qu'ils oublient qu'ils ont été bien contents de trouver cette gangrène de gauche pour sauver des sièges et des postes. Par exemple, les déclarations d'Hidalgo aujourd'hui, ce matin, en disant que on peut pas continuer une alliance dans le déshonneur. Donc je crois que c'est à peu près ces mots. Ils peuvent plus s'afficher avec eux, c'est pas possible. Donc ça va poser. Les cartes vont être redistribuées, c'est quand même très intéressant. Oui, mais juste une parenthèse. Valérie. Juste une parenthèse. Anne Hidalgo et Paris auront mis 2 jours quand même à illuminer la Tour Eiffel, alors qu'on a vu que la porte de Brandebourg et d'autres monuments dans le monde ont été illuminés. J'ai lu ce matin dans Le Parisien que c'était très long de placer les ampoules, les machins, les trucs. Bon, nous, il nous faut 48 heures. C'est encore un petit plus du déclin de la France. Bah, si, je vois quelqu'un qui n'est pas d'accord. Je suis désolé, 2 jours pour illuminer la Tour Eiffel et dire que c'est à cause des flashs et des lumières qu'il faut mettre en place, je trouve ça un peu juste. Régis.
Alors, Valérie, vous avez tort. Bon, ce sont des crimes de guerre. Mais parce que je vais vous le dire. Laissez-moi plaider ma cause. Oui. Laissez-moi plaider ma cause. Parce que ce sont bien des crimes de guerre. Ce sont d'abord des crimes. Ce sont des crimes de guerre. Je rappelle que depuis 1949, on est en guerre. Israël est en guerre. Que après l'offensive de 1967. Il y avait des résolutions qui n'ont pas été appliquées parce que Israël disait le traité de paix ne peut pas être passé, donc on est encore dans cette situation. Et je rappelle que il y a 2 jours, Benjamin Netanyahou a déclaré l'état de guerre, article 40, je crois, de la Constitution israélienne. Enfin, je suis pas sûr que ce soit aussi précis. Donc, effectivement, c'est pas nous, fort heureusement, mais ils sont en guerre. Et que fait le Hamas, c'est de la barbarie, je suis le premier à le dire, c'est abominable, mais ce sont effectivement des crimes de guerre. Sinon, qu'est-ce que ce serait? Des crimes contre l'humanité? Non, il y a des définitions. Moi, je crois qu'il faut qu'on reste sur un certain nombre de principes, un certain nombre d'éléments fondamentaux, et il faut arriver un beau jour, parce que depuis 1949, ça fait beaucoup, il faut arriver à sortir de cette situation. Oui, bien sûr. Voilà, c'est le projet. Moi, je suis comme mon frère. Attendez, je termine. Je suis comme mon frère. Je suis sioniste pro-palestinien. C'est ce qu'il a dit. Je trouvais que la formule était pas mal. Je pense que le projet sioniste est quelque chose d'important. Ça a été une réalité, mais je commence à m'interroger sur sa pérennité. Parce qu'il faut régler. Il va bien falloir y arriver. Donc, il va falloir y arriver, mais je vois des images sur les réseaux sociaux, des tunnels qui ont été construits pour abriter les missiles, mais pas la population gazaoui. Là aussi, ça pose question. Et pardon, il n'y avait pas de guerre quand ils ont fait cette attaque barbare. Des crimes de guerre, c'est quand il y a une guerre. Il n'y avait pas de guerre. Valérie, Dominique Moisy parlait du contexte, ce qui se passe en Cisjordanie, la question des implantations, la question de l'envahissement de la mosquée Al-Aqsa il y a quelques jours par 800 personnes, il y a eu un certain nombre de choses, c'est une situation qui est une situation terriblement dégradée. Donc moi je pense que le projet, je suis très pessimiste sur la pérennité. Je suis très pessimiste, mais il faut marquer une pause. On va en reparler. On marque une petite pause. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons à débattre et à commenter l'actualité et en particulier cette conférence de presse tenue par la France Insoumise il y a peu de temps. C'est vous qui m'appreniez, Thomas Elexhauser, qu'Olivier Faure avait jugé inacceptable les déclarations de Mathilde Panot, qui est interrogée par un journaliste qui lui demande si le Hamas est un groupe terroriste, et elle ne répond pas. Elle dit: je me suis déjà exprimée sur la question. Elle évoque une branche armée. Elle dit: c'est une branche armée. Olivier Faure dit: inacceptable, le Hamas est une organisation terroriste, pas l'armée régulière de la Palestine. Leurs actes doivent être condamnés comme leur projet politique, qui n'est pas la paix, la solution à 2 États, mais la destruction de l'État d'Israël. Donc Mathilde Panot bafouille, dit: je me suis déjà exprimée sur le sujet, ne veut pas prononcer la phrase: le Hamas est une organisation terroriste. Ouais. J'aimerais qu'on termine, si vous le voulez bien, cette émission justement sur les conséquences en France. C'est extrêmement grave ce que vient de faire Mathilde Panot. LFI s'enfonce toujours plus. On a des gens qui, encore une fois, ont du mal à reconnaître des choses simples, c'est du terrorisme. Tout le monde reconnaîtra que ce qu'a commis le Hamas, et d'ailleurs c'est dans la stratégie du Hamas de faire des actes terroristes, elle ne veut pas. C'est grave. Pourquoi c'est grave pour la France? Parce qu'en fait, moi je crois en la démocratie, je crois au fait d'avoir des élections, je crois au fait qu'on doit échanger des idées, débattre, et qu'il y a des majorités qui émergent, que c'est la majorité qui va décider, et qu'il y a des discussions à l'Assemblée. Quand vous avez une partie des gens, on sait qu'il y a une partie extrême gauche qui est sur cette position, qui consiste à dire qu'en fait tout est possible pour prendre le pouvoir par la force, soutenir la violence systématiquement, et qu'on voit qu'un groupe si important, c'est pas quelques députés à LFI, a du mal à appeler un chat, à dire qu'un groupe terroriste est un groupe terroriste, eh bien c'est grave pour les forces de notre pays. Et moi j'invite encore une fois tous les électeurs aujourd'hui qui restent
à faire confiance à LFI, à se poser la question, est-ce qu'ils veulent soutenir ce genre de groupe? Parce que quand on entend... ils n'ont pas la même interprétation, c'est ce que me dit Véronique. Oui, mais quand on entend ce genre de propos, on peut se demander, est-ce que ces gens veulent vivre dans le même pays? Comment est-ce qu'ils veulent vivre de la même manière? Est-ce qu'ils veulent simplement qu'on ait des élections, qu'on débatte et qu'on évite au maximum la violence? C'est quand même ça qu'on a réussi à faire après un certain nombre de siècles dans nos civilisations. C'est d'avoir des débats apaisés avec des gens qui ne sont pas d'accord et qui ne se font pas la guerre, qui ne mènent pas une guerre civile. Oui. Régis? LFI ne mène pas une guerre civile. Ils prennent des positions parce que, je veux dire, leur expression. Après, il y a pas d'organisation, pas oublier, c'est un mouvement gazeux. Il y a le chef, le petit timonier tout en haut, et puis il s'est entouré, il a écarté les bons, dont Georges Kuzmanovic, que je vois ici de temps en temps sur ce plateau. Et puis on a des gens du niveau de Mathilde Panot qui bafouillent, vous avez raison, etc. Bon, cela étant, est-ce qu'on peut penser que la gauche, entre guillemets, je la mettrai toujours entre guillemets, va payer cher, ce qui vient de se produire, je pense pas. Je pense pas parce que ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est pas la première fois. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, il va y avoir des prises de conscience probablement, et puis ensuite ce conflit larvé va se poursuivre avec ce qui est arrivé à Israël, c'est-à-dire que c'est la preuve d'une vulnérabilité étonnante, qu'il n'ait rien vu venir de quelque chose de très organisé sur des bases militaires, même si c'est du terrorisme, c'est indiscutable. Le Hamas est une organisation terroriste. Mais ça va continuer et on va retourner à nos affaires. Et je pense malheureusement Régis, que vous oubliez quand même, Régis, dans un an, on recommencera une émission dans 2 ans. Parce que je pense qu'il y aura des conséquences. Je vois à l'instant donc 5000 supporters du Hamas sont devant l'ambassade d'Israël à Londres avec des drapeaux palestiniens et donc soutiennent le Hamas. Donc c'est aussi, il risque peut-être d'y avoir le Hamas a quand même mis en place quelque chose d'invraisemblable qui est le kidnapping de cette centaine d'habitants d'Israël de femmes et d'enfants et de personnes âgées. Enfants et le sort. Et comment est-ce que le Hamas va utiliser ça pour faire pourrir la situation? Est-ce que l'on va voir pendant les semaines, les mois qui viennent, des vidéos, des photos, des traitements, des exécutions de ces centaines de personnes, des enfants, des femmes? Un jeune Français de 12 ans est prisonnier aujourd'hui des mains des sanguinaires du Hamas. Et je ne suis pas sûr que ça puisse s'estomper, Régis. Je pense qu'il s'est passé quelque chose dont on ne mesure pas. Ça a déjà eu lieu. Jihad Shalit, tu n'as jamais eu 100 Israéliens kidnappés le même jour quand même. Oui. Shalit a été échangé contre 1000 prisonniers palestiniens. Ouais. Rien de nouveau d'une certaine façon. Effectivement, on parle de LFI, mais la situation en tant que telle est dramatique et on voit bien que ça risque de prendre de l'ampleur. Pour la France, il y a plein de choses à dire et on va un peu dans tous les sens. Moi, je pense que la plupart des gens, que le LFI se met actuellement au banc de la société, de la société française, et je crois que c'est une opportunité pour le PS de se refaire un peu à gauche. Parce que et en plus il faut savoir que la tradition du PS était une tradition qui était très très pro-Israël, et donc là je pense que entre le PS et les filles le fossé va considérablement s'agrandir. Voilà. Après ce à quoi moi ce que je trouve terrible, c'est que je pense que Israël et Netanyahou a fait le sacrifice des otages, puisque hier soir c'était très simple. Il a dit on va intensifier les frappes, et d'autre part le Hamas a dit à chaque frappe on exécutera un otage. Donc le spectacle auquel on va sans oublier l'offensive terrestre, le spectacle auquel on va assister dans les prochains jours, je pense que ça va être très rapide, jours et semaines, va profondément modifier le paysage politique français. Merci à tous les quatre. Dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.